Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo One Up, aka Nicolas Guillocho pour les intimes, comment tu vas? Eh ben ça va très bien et vous? Ça va, Ça va, tranquille. merci. On est là, je nous présente pour ceux qui nous connaissent pas forcément. Moi, c'est Noé, je suis en compagnie de Mathis, et qui est la Roufa. Et voilà, on est content de te recevoir pour le podcast de Sweep. On va avoir une petite discussion d'une petite heure en fonction de comment ça se passe. Et peut-être qu'on peut commencer simplement. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je suis Nico, DJ One Up. Je suis originaire de la ville de Poitiers, résident à Nantes, passionné de la culture hip-hop dans son sens large. Et moi, dans ma pratique, je suis passionné plus particulièrement de musique, de digging de vinyle et de création sonore. Voilà, je suis membre d'un collectif qui s'appelle From Scratch, que j'ai créé avec mes amis, avec qui j'ai débuté au platine en 2000. Et puis voilà, ça va faire une bonne, un peu plus de 10 ans maintenant que je vis de cette pratique-là. En particulier derrière mes platines, mais depuis un certain nombre d'années, là, depuis 4 ou 5 ans, je suis plus posé à produire de la musique et à composer de la musique, que ce soit pour voilà, des compagnies de danse, des compagnies de théâtre, de l'événementiel, mais aussi Ok. toujours dans un premier temps sur de la musique et, euh, et en premier lieu ma passion qui sont les battles, quoi. Voilà. Ok, Lou. Franchement, pour la petite histoire One Up, quand j'étais jeune, j'ai toujours kiffé le break et tout ça. Et il y a un son de toi que j'ai toujours poncé, pour te dire, j'étais au lycée, je sortais juste un peu avant des cours pour mettre mes écouteurs et écouter ce son entre deux cours. Et ce son, c'est Rugged and Raw. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous raconter un peu l'histoire de ce son? Rugged and Raw, c'est un son qui est né en 2015. C'est assez particulier que tu me parles de ce son-là parce que c'est j'ai envie de dire une des premières, un des premiers sons, une des premières compositions que j'ai officiellement mis sur les internets, on va dire. Et ce son-là, c'est en fait, j'étais dans un délire. Alors, c'est un sample de George Duke, le clavier qui est sur ce morceau-là, que j'ai redécoupé. J'ai fait différentes expérimentations là-dessus. J'étais dans une phase de test aussi. Moi, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans que je composais des sons, mais qui n'étaient pas forcément. Voilà, j'expérimentais, j'apprenais aussi à utiliser les logiciels, parce qu'avant, c'était vraiment que du dig de disque et en mode DJ set derrière, quoi. Et du coup, c'est la découpe de ce sample-là et la composition de ce son-là, elle part d'expérimentation sur des logiciels avec des arpégiators. Voilà, c'est parti de ça, en fait, l'espèce de boucle et mélodie qu'on entend, qui est qui amène un côté un peu psyché, en fait. Et la deuxième chose sur ce morceau-là, c'est que c'est la première fois que j'enregistre avec Simon, qui est le batteur de Slapback, mon live band. Et du coup, il y a un côté où il y a un côté où on rentre dans une phase avec ce morceau-là qui est assez intéressante musicalement pour moi, parce que c'est en sorte une première sortie officielle, mais c'est aussi une collaboration avec un musicien et un trio qui s'appelait déjà Slapback à l'époque, hein, et avec qui on lance un peu les hostilités dans la production musicale et dans le fait de partager notre musique et comment on l'entend, quoi. Donc l'idée sur ce morceau-là, c'est que ça me représente bien encore aujourd'hui, c'est que ça mêle sample, compo originale et enregistrement avec musicien, quoi. Donc et je fonctionne toujours, tu vois? Ça, ce morceau-là est de 2015, 6 ans après, je fonctionne toujours de la même manière, quoi. C'est ouf qu'on te parle d'un son et t'es capable de nous sortir une longue histoire juste sur un son. Tous tes sons, t'as des histoires aussi longues comme ça pour chaque son différente et tout? Je crois que chaque son, en tout cas qui marque les gens, j'ai une petite histoire. Je suis capable de te parler peut-être du lieu où j'ai trouvé ce dig-là, ce son-là. Je peux te parler du lieu où je l'ai enregistré ou de comment ça m'est venu. Je pense que c'est
j'ai une petite histoire avec chaque morceau que j'ai voulu partager et faire découvrir aussi, je pense, ouais. Je pense que je suis dans cette démarche-là, ouais. Ça veut dire quoi dig? Alors dig, ça veut dire, creuser. To dig, c'est creuser et en fait, c'est un peu, dans la façon c'est faut faire parler un peu l'imaginaire, mais en fait, ça veut dire qu'on creuse les bacs de disques avec nos mains, en fait et du coup, on parle de digging. C'est vraiment aller creuser, ouais, dans les bacs, quoi. Parce qu'en fait, on passe tellement de temps, dans les shops de disques pour les plus passionnés de cette recherche de vinyle, en tout cas sur ce support-là, parce qu'on peut chercher de la musique, de plein de manières différentes. En tout cas, on est sur un quand on cherche du vinyle, ouais, il y a cette expression, on dit, diguer, ça veut dire, ouais, creuser, aller chercher loin parce qu'on passe tellement de temps pour chercher la petite perle rare ou la petite boucle qui va nous faire frissonner Et, dans un premier temps et puis qui peut faire, voilà, partager des émotions au plus grand nombre, quoi. et ça fait quoi quand tu trouves cette petite perle rare? Ça fait, ça fait je me dis: «Oh putain, là j'ai une petite bombe, quoi». Il y a il y a c'est un truc assez, personnel, mais il y a un truc où il y a une sorte de satisfaction, en fait. C'est parce que déjà, c'est la surprise, parce qu'en fait, dans tous les disques qu'on cherche, on en connaît quelque part très peu. Il y a des fois, moi, je peux passer 4 heures à chercher dans des disques où je ne connais rien, ni référence, ni dans le style, en soi. Après, il y a des choses que je connais bien sur, les musiciens, les groupes et les et les styles, et compagnie. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc où quand je trouve un son, par exemple, pour les battles, en fait, je m'imagine direct dans la situation, quoi. Il y a un truc où ça me crée le frisson que je peux avoir derrière mes platines Mmh. quand je joue un beat. Je l'ai quand je suis tout seul derrière une platine et quand j'écoute un morceau, quoi. C'est un peu proche les deux sensations. Ça veut C'est dire que clairement, si on très essaie personnel, hein. d'imaginer, ouais, ça veut dire que si on essaie d'imaginer un peu la vie d'un DJ, ou en tout cas toi, une partie de ta vie, c'est que tu vas dans des magasins de vinyle et tu passes du temps à fouiller dans des CD que tu connais même pas en fait. Ça veut dire que des fois, tu es vraiment à l'aveugle pendant des heures à chercher des choses où si ça se trouve, tu trouves rien. Ouais, j'ai envie de dire que c'est le plus gros kiff d'être justement à l'aveugle et d'être dans un mood, et je pense que ça fait partie de l'étape de recherche surtout sur la recherche, quand tu cherches en vinyle, parce qu'il y a les magasins de disques, mais il y a aussi, les brocantes, les petits vides-greniers. Il y a aussi, les contacts, de gens qui te disent: «Ouais, j'ai, cet ami-là qui a des disques chez lui, il sait pas quoi en faire». En fait, il y a tellement de moyens de fouiner et de découvrir des choses que que j'ai envie de dire que ça fait partie justement de ce terme digging. C'est aussi, aller, Mmh. quand on creuse dans la terre, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, quoi. On est des sortes d'archéologistes, de la musique, quoi. Il y a un côté où on va en tout cas, moi, c'est mon kiff. C'est peut-être pas le kiff de tout le monde, hein. J'aime bien aussi trouver des classiques, tu vois? Il y a des sons qui m'ont touché, quand j'étais ado et que j'ai pas forcément en disque ou en tout cas dans mon parcours de DJ et de personne, hein, parce que j'écoute de la musique comme tout le monde. Mais voilà, il y a des disques sur lesquels je tombe et je me dis: «Ouais, putain, c'est chouette de tomber là-dessus». C'est un disque que j'ai écouté avec mes potes à l'époque, qui m'a emmené peut-être, à danser ou à triper, enfin Mmh. qui amène une vibes, en fait, quoi. Mmh. Ouais, parce que tu parles de danser, on peut le rappeler quand même. Là, on te reçoit en tant que DJ One Up, mais la culture hip-hop, il y a plein d'éléments dedans et toi, tu as fait du break aussi? Ouais, bah, j'ai commencé par ça, en fait, quoi. Les platines, c'est devenu plus tardivement, quoi. Moi, je suis arrivé, en fait, moi, j'ai grandi à la campagne, toute petite campagne à 30 kilomètres de Poitiers. Je suis arrivé à l'âge de mes 16 ans en ville, en fait et c'est là où j'ai connu, voilà, la culture de manière plus large et surtout le plus souvent possible, quoi. Voilà, tu stimulé par, d'autres, choses et qui sont, voilà, les gens, il y a plus de monde, il y a plus de propositions. Moi, j'avais une maison de quartier qui s'appelle la maison des 3 quartiers à côté de chez mes parents et en fait, c'est par le biais des amis de ma sœur qu'elle a rencontrés au lycée, qui étaient danseurs, gymnastes, des bons sportifs et en fait, ils nous ont invités, en fait, à venir danser, quoi et j'ai appris,
les premiers mouvements, c'est les bases du top rock, les baby freeze. Et puis en fait, sans s'en rendre compte, ça m'a emmené pendant 3 ans à aller 2 à 3 fois à la salle par semaine et puis progresser. Moi, j'adorais les footwork, c'était vraiment mon délire. J'aimais Ah oui. cette construction-là, ce délire de descendre au sol, de jouer voilà, avec les rotations et en même temps, toi, ce qu'on appelle les treats, toutes les clés, voilà, tout ce qu'on peut créer comme mouvement. Et puis après, je connais les platines en 2000. Et là, je t'avoue que c'est un peu le décrochage total pour moi au niveau de la danse parce que ça m'a tellement happé que voilà, c'est venu à moi et ça m'a plus lâché, quoi. Mm. Mais à partir de ce moment-là, je danse quasiment plus, quoi. 2000-2001, je suis dans une phase où les platines, ça y est, c'est ça qui fait que 21 ans après, c'est encore là, quoi. C'est encore le centre de ta vie, quoi. Ouais, Et c'est c'est ça. quoi qui t'a un peu poussé à toucher au vinyle? Enfin, je sais pas, Alors t'as c'est eu une complètement expérience? par hasard, c'est mon meilleur pote, qui est encore mon meilleur pote, Flo, qui vit sur Lyon, qui lui était en alternance entre Poitiers et Angers. Et en fait, il rencontre un DJ qui s'appelle DJ Keep, un gars qui bossait en radio, un gros passionné de hip-hop, et qui diffusait ça en radio sur Angers. Et du coup, Flo rencontre ce gars-là, il a des platines. Et du coup, c'est ce qui nous a vraiment lancé, parce que Flo, en fait, arrive avec, il lui prête 2 ou 3 disques. Il y avait des platines aussi chez moi, par le biais de mon père, qui faisait pas mal d'écoutes sur disques vinyles. Et du coup, nous, on avait déjà croisé ça, bien évidemment, en étant danseur et en allant sur les événements hip-hop. On croise des DJ, des rappeurs, on voit un peu le délire et tout. Et puis en fait, on se lance à regarder sur Internet à cette époque-là les différentes techniques, les différents événements. On s'achète à l'époque des cassettes VHS avec les DMC, championnat de France de DJ. Et en fait, notre façon de faire au départ, c'était d'acheter les mêmes disques qu'on voyait sur les vidéos pour essayer de reproduire en fait ce qu'on voyait en fait, quoi. Au départ, on était vraiment dans le Mmh. côté complètement autodidacte et essayer de capter comment on découpe un son, comment on les mélange, comment on peut les scratcher, parce que le scratch, c'est quand même même pour nous, c'était un sacré délire de se dire: «Ah putain, avec notre main, on peut modifier le son». Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure avec Mathis, on parlait de l'interview à venir et des potentielles autres questions qu'on voulait aborder avec toi. Mmh. Et Mathis, il m'a dit un truc qui m'a fait rire. Il m'a dit, c'est marrant, nous on fait des battles depuis des années maintenant. Il y a toujours un DJ quand on fait des battles qui passe du son. On le voit toujours de loin, souvent derrière ses platines. Même en soirée, on le voit derrière les platines. Ça fait partie de notre culture hip-hop. Mais en fait, j'ai aucune idée de ce qu'il fait avec ses platines, le gars. Et, et tu vois, c'est presque un peu honte de l'avouer, tu vois, de dire, putain, on a passé des années dans cette culture, il y a quelqu'un qui est derrière la table, c'est grâce à lui qu'on danse, et en fait, il fait clairement des choses, on voit qu'il a ses mains posées sur ces ronds là, qui bouge, qui fait des choses, Mmh. mais qu'est-ce qu'il fait concrètement en fait avec ses mains et ses platines là? Heu, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on crée, on est une des la musique, c'est un des éléments qui fait qu'un événement est mortel ou non. Ça va avec le speaker, les danseurs, l'ambiance en général. Et du coup, derrière les platines, j'ai envie de dire que c'est l'élément qui fait qu'on partage cet élément-là qui est la musique dans notre culture hip-hop. Et c'est dans un premier temps ça, parce que moi, c'est pour ça que aussi que je fais ce métier-là et que je partage ça avec passion. Mon but, c'est de faire découvrir de la musique. Alors ça, c'est l'état d'esprit. Après, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, on a 2 platines parce que c'est ce qui nous permet d'enchaîner, en fait, tout simplement, 2 sons, soit l'un sur l'autre, soit d'enchaîner l'un après l'autre. Et du coup, on arrive, en fait, à créer des sortes de mash-up ou de remix en live de morceaux originaux qu'on peut soit connaître ou soit qu'on découvre, quoi. Il y a différentes techniques aux platines. Il y a les techniques de scratch. Donc ça, c'est vraiment de la manipulation sur le fait qu'on prend un son et qu'on le déforme par le biais d'un mouvement où on fait des mouvements d'avant en arrière avec nos mains. La deuxième chose, Mhm. c'est les passe-passe. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est lié
à la culture hip-hop et particulièrement au break. Parce qu'en fait, c'est le moyen de faire ce qu'on appelle du sample manuel. En fait, on prend une boucle rythmique, par exemple sur, je sais pas, 8 mesures, et le fait de passer de la platine de gauche à la platine de droite, c'est ce qui nous amène en fait à boucler le morceau. Ça, c'est les délires de DJ Cooler qu'au début des années 70. C'est ce qu'on appelle le passe-passe. En Ok. anglais, ça s'appelle ça le merry-go-round. Donc ça, c'est vraiment notre moyen, nous, en tant que DJ, de créer une boucle manuellement. Et c'est ce qui fait qu'on répète le break dans les événements ou les compétitions de danse. Et puis la troisième grande entité de la technique de DJ, c'est le mix tempo. On appelle ça en anglais le beat matching. L'idée, c'est de prendre deux sons différents. Les sons n'ont pas toutes les mêmes vitesses. Et du coup, c'est du calage au tempo. Du coup, on essaye de... En fait, il faut s'imaginer deux calques qu'on essaye de mettre l'un sur l'autre pour que ça puisse matcher rythmiquement. Ça, c'est les trois grandes techniques. Et puis après, c'est la vibes qui nous emmène pour voilà, créer une ambiance, on va dire un voyage sonore où les gens se prêtent soit à danser comme vous, ou soit juste écouter. Il y a, pour moi, il y a différentes façons de, comment dire, de communiquer avec la musique qu'on joue, quoi. Mm. Et j'imagine que quand tu mets ton vinyle sur ta platine, il y a tout un travail de trouver le son exact que tu veux mettre, non? Parce que enfin, sur le vinyle, il y a plusieurs sons qui Ouais, il y s'enchaînent, a donc il faut que plusieurs tu sons. Bah, ça, retrouves. toi, ça fait partie c'est la même chose que de passer des heures dans un magasin de disques. C'est que aller dans un magasin de disques, ça demande beaucoup de patience pour justement trouver des choses qui peuvent me plaire. Et c'est aussi beaucoup de temps, en fait. Un disque, tu peux pas le survoler. Si tu veux le jouer, il faut l'appréhender, il faut l'écouter dans le moindre recoin. Voilà, il y a Hmm. des disques où, selon où tu poses la cellule, tu sais ce qui va en sortir musicalement. Donc il y a encore, tu vois, je vais revenir sur le côté, peut-être, ce côté archéologie, mais il y a un truc où on va aller vraiment écouter chaque phase du disque, donc l'intro du morceau, la partie du break, une mélodie, parce que des fois on va juste chercher un sample aussi pour recréer un morceau avec ça. Et ouais, ça demande des heures d'écoute, quoi. Après, c'est le kiff, quoi. Mais oui, sur un vinyle, sur un album, en fait, tu peux avoir entre, allez, 8 à 12 sons selon la durée des morceaux, quoi. Ok. Mais du coup, ouais, le vinyle, tu le connais par cœur, quoi, à la fin. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais comme vous connaissez une partie de votre corps par cœur pour générer certains passages, ou toi, j'ai envie de dire, c'est comme un circassien ou je sais pas, un jongleur. Toi, dans l'espace, il y a une sorte de, toi, j'ai envie de te dire que c'est un truc, moi, qui est normal, en fait, quelque part quand t'es DJ, il y a un truc où t'es obligé de passer par là. Tu peux pas jouer un morceau à l'aveugle, quoi. C'est compliqué, quoi. Ah, sauf que nous, tu vois, de corps, on en a qu'un seul, donc on le connaît vite par cœur. Toi, des vinyles, t'en as des centaines. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais c'est ça le kiff, quoi. Moi, je sais que d'écouter un disque, il y a toujours tu vois, pour moi, c'est positif. Il y a pas du tout de je vais faire de la psychologie de comptoir, mais de névrose ou de choses comme ça. Il y a un disque, même si j'y trouve rien, je me dis, au moins je l'aurais écouté. Je sais que il y a peut-être des choses Hmm. qui m'ont plu, mais qui vont pas me servir. Parce qu'il y a aussi, moi, ce qu'on appelle la déformation professionnelle, c'est qu'il y a des fois, j'écoute seulement, il y a des périodes dans l'année où j'écoute des disques que pour sampler ou en soi travailler dessus. Et je les écoute pas pour le plaisir. Enfin, pour le plaisir. Si, j'écoute, je devrais pas dire ça. Des fois, j'écoute de la musique en quantité, en fait, pour Ouais. essayer de trouver des choses. Après, voilà, il y a des périodes où j'écoute de la musique pour moi personnellement, quoi. Donc c'est plus un côté méditatif, de chiller et de pas être dans ce côté quantité, 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 quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où, toi, juste avant, je disais, je prends moins de plaisir, mais quand tu passes 4 heures à ne rien trouver, c'est comme tout, quoi. Tu te lasses, tu as une sensation un peu de perte de temps, quoi. Mais c'est pas le cas. C'est juste que ça nous amène à un autre point, quoi. Hmm. Et je me demandais, parce que là, tu nous expliques un peu comment ça se passe au niveau des platines et tu l'as bien fait. Mmh. Imagine que tu as 30 minutes pour transmettre quelque chose de ton art à Ouais, quelqu'un que tu reverras pas du tout. ouais. Ce serait quoi l'essentiel que tu lui expliquerais, que tu lui transmettrais?
Bah, c'est ce que je donne un peu en atelier quand je donne des ateliers aux platines, en tout cas. C'est là-dessus que je pense que ta question est. C'est Ouais. moi, il y a toujours une partie pratique et une partie historique. Donc l'idée, c'est de vraiment partir sur chronologiquement aux platines, il s'est passé tellement de choses fin des années 60, début 70, je partirais de cette base-là. C'est d'expliquer Ok. comment c'est né. Parce que toutes les techniques aux platines aujourd'hui qu'on a, il y a un côté où les gens sont impressionnés par la technicité des DJ parce que ça évolue et aujourd'hui on est à des niveaux de technique en DJing. C'est un peu comme dans le break, on en vient à des trucs où on a l'impression qu'on est sur Mars. Mais mais il y a en fait avant tout les techniques aux platines, elles se sont créées par besoin et par feeling en fait. Tu vois, je parlais de passe-passe tout Mm. à l'heure avec DJ Coolerk. Si j'ai une demi-heure, eh ben, je vais te parler de ce mec-là en fait, parce que ce mec-là, on dit souvent que c'est le hip-hop, mais souvent on n'explique pas pourquoi. En fait, ce gars-là, c'est un Jamaïcain qui arrive au milieu des années 50 aux États-Unis, et en fait, il se retrouve dans le Bronx, à New York, où en fait, il veut mixer en fait quoi. Il veut partager sa musique et il se rend compte que la culture reggae, c'est pas celle qui match à ce moment-là. C'est plutôt la musique soul, la musique Ouais. funk. Et du coup, en Mhm. fait, il se rend compte que la partie du break, qu'on connaît bien nous dans la culture hip-hop, qui est vraiment ce qui met en avant la section basse batterie. En fait, il se Yes. rend compte que cette partie-là, en fait, qui met, c'est pas que ça met l'ambiance en soirée, parce qu'il y a déjà l'ambiance selon la musique quand tu joues la musique, mais c'est ce qui fait que les gens, ça les amène à s'amuser encore plus. Et du coup, il se dit, bah, ce qui serait cool, c'est de créer en fait cette boucle-là, en fait, quoi. Il faudrait rallonger ce break-là. Et du coup, il crée le passe-passe. Donc du coup, je crois que si j'ai une demi-heure avec vous et que j'ai envie de vous faire découvrir un truc, je partirai de cette base-là, de l'historique et en même temps la pratique, parce que le passe-passe, c'est vraiment un mouvement assez fou à créer aux platines, qui est répétitif, mais je pense que Mhm. ça explique pas seulement ce que c'est le passe-passe, c'est que ça explique aussi ce que c'est la culture hip-hop et comment a démarré l'histoire du sample, en fait, quoi, et du sampling, tout simplement. Mmh. Voilà, je partirai T'es trop là-dessus. pédagogue, Wanop. Tu dis des trucs que je connaissais en théorie, mais j'ai l'impression que je les réapprends, c'est trop bien. Ouais, Euh, Tout à l'heure, juste avant, tu parlais de quand tu passes des heures à écouter des sons, etc., et du fait que même quand tu es dans un travail plus mécanique, tu essaies d'y prendre quand même du plaisir. ouais. Et une question que nous, on se pose pas mal par rapport à notre rapport au break, tu vois, au fait qu'on danse tous les jours, etc., c'est la fameuse question de à quel point je prends du plaisir et à quel point aussi il faut peut-être un peu, je sais pas, galérer ou être dans la contrainte pour quand même continuer de progresser dans notre art et comment on gère entre les deux. Toi, tu as l'impression que tu te situes où à ce niveau-là? Est-ce que tu dirais que c'est que du kiff à 100% ta pratique? Non, c'est pas du kiff à 100% parce qu'il y a, comme tu dis, il y a, voilà, on passe par des moments où on a une sorte de blocage. On peut pas être créatif tout le temps ou être même dans juste. Enfin, je peux pas trouver un son qui me plaît tous les jours non plus. Donc, faut vivre avec. Mais j'ai envie de dire que c'est très lié à comment, en tout cas, moi, je vis émotionnellement les choses, quoi. Il y a des périodes où tu vois, je vais vous l'avouer, et j'en ai déjà parlé en interview, c'est qu'il y a des périodes où j'écoute très très peu de musique aussi, quoi. Je passe par des phases où j'ai besoin un peu de laisser de la distance et de lâcher du lest pour y revenir avec envie et justement revenir à ce truc positif et de pas être tout le temps dans le côté de broyer du noir, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon terme, Mmh. mais il y a un côté où oui, je passe par des phases où c'est mortel. Toi, on dit qu'on a le mojo, quoi. Il y a un côté, et c'est pareil pour les danseurs, pour les musiciens. Il y a des phases, il y a des phases où on est créatif, où on découvre des choses. Et puis il y a des périodes dans notre vie où tout va lentement. On tombe pas sur ce qu'on a envie de tomber, même si on sait pas trop sur quoi on a envie de tomber. Mais il y a, moi, j'oscille entre des phases où c'est mortel et des phases où, ouais, où je suis moins heureux, en tout cas dans cette recherche musicale et cette pratique-là, quoi. Donc je reviens à des choses Et à force plus sensées, quoi.
à force parce que ça fait des années, toi, que tu pratiques et que tu connais ces phases de va-et-vient qu'on connaît tous, Mmh. tu as réussi à discerner, au fil des années, ce qui fait que des fois on a le mojo, comme tu dis, qu'on est dans une phase où tout nous intéresse, on est créatif et ce qui fait que des fois on l'est moins? T'as des clés pour, comprendre pourquoi ça marche ou pas? Ouais, ça c'est, des clés, je sais pas, mais en tout cas, c'est moi je fais souvent, la comparaison avec, qui peut être une rencontre. Il y a des fois, il y a des rencontres dont on n'avait pas du tout, on n'avait pas prévu ça dans notre vie, que ça soit, sentimental ou amical et hop, ça peut nous rebooster. Je trouve qu'il y a aussi ce qu'on renvoie, nous, comme énergie. Il y a des fois, je sais que je trouve pas peut-être de choses où je suis pas dans le bon mojo justement parce que moi je renvoie pas quelque chose de positif, quoi. Après il y a un truc spirituel peut-être là-dedans, parce que moi je suis attaché, à ce truc-là et je sais que quand je suis moi dans un mood pas cool, ça peut justement amener à ce qu'il y ait moins de choses qui ressortent ou je sais pas, je sais en tout cas que moi personnellement, je les vis mieux ces périodes d'être moins créatif ou d'être justement dans ce côté mécanique, d'essayer de pas ressortir de choses. Je pense qu'inconsciemment, on vit quand même, on absorbe des choses qui à un moment donné vont nous amener à ressortir, quoi. Après j'ai eu différentes phases aussi dans ma période, en tout cas professionnelle. Ça va faire, plus de 10 ans que je suis vraiment dans ce côté où la musique, c'est mon quotidien et c'est mon métier, c'est aussi ma passion. Mais voilà, j'ai eu des phases où je faisais du son, 15-16 heures par jour, quoi. Je sais que Ah ouais. en ce moment, je suis plus sur des phases où je fais 5-6 heures de son et j'ai l'impression d'être dans une phase où je suis, peut-être plus créatif, plus en accord avec ce que j'écoute et peut-être plus concentré sur ce que je fais aussi. Ouais, j'avais un côté no limit, à une période, bon les gens me connaissent bien, hein, donc ça va les faire rire quand je dis ça. Mais il y a un côté, ouais, j'ai eu un côté jusqu'à il y a encore 3-4 ans ouais, j'étais non-stop, quoi. Après de dire là concrètement, quelle phase me permet de mieux comprendre ça ou comment ça vient, je sais pas, je crois que c'est quand, en tout cas, il y a un truc qui me vient là maintenant, c'est quand je laisse pas mal de distance, quand je laisse un temps entre, ces moments où je suis très, voilà, dans la création, très dans le travail, très dans l'écoute et quand je laisse de la distance, du coup, j'y reviens avec une oreille peut-être plus fraîche, physiquement un truc Mmh. plus cool, quoi. Donc du coup, j'écoute pas pareil. Il y a peut-être ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être, ce qui me permet et aujourd'hui avec l'expérience, j'arrive à me détacher. Toi, hier, j'ai fait du son jusqu'à 2 heures du mat et voilà, hier soir, j'ai lâché parce que voilà, je commençais à rentrer dans ce côté frustration, de me dire: «Ah là, je trouve pas», donc bah, j'y reviendrai demain ou dans 3 jours, quoi. Et d'ailleurs, en ce moment là, du coup, hier soir jusqu'à 2 heures du mat, mais sinon globalement, ces dernières semaines, tu es dans quoi comme période là? Ça se passe? Ouais, c'est chouette, c'est une belle période, pour, plein de choses. Dans différents je bosse pour différents projets, donc c'est chouette aussi de jongler entre différentes ambiances. Moi, je crée pour moi, en ce moment aussi, beaucoup. Je suis dans une phase là depuis, 2 mois et demi de création. Je sors un album à la fin du mois. Heu, Ça, c'est quelque chose d'important pour moi, donc je réécoute pas mal les morceaux que j'ai créés aussi parce qu'on les écoute pas pareil, quand, ça y est, ils ont un mois et demi de vie. Je compose de la Bah oui. musique, pour un conteur aussi, avec un collectif qui s'appelle Le Nombril du Monde. Donc le conteur, c'est Frédéric Billy et en fait, je crée toutes les ambiances sonores, donc c'est très ambiant ce que je crée. Donc je travaille là-dessus et puis après, à côté de ça, bah, je compose de la musique avec mon live band Slapback. Et puis après, vu que j'ai du temps, j'expérimente pas mal de choses. Donc, je teste des pédales d'effet, que beaucoup de guitaristes utilisent. J'utilise des des plugs aussi. Donc ça, c'est des émulations d'instruments par le biais de logiciels que j'utilisais pas forcément avant. Donc je suis un peu dans ces phases-là, là, en ce moment. Je teste et en même temps je crée.
Tu vois, j'ai des sollicitations aussi pour créer des bandes son pour des crews pour le Battle of the Year. Ok. Voilà, j'ai tout ça en ce moment, quoi. Trop Euh, bien. ouais. Donc voilà. Puis je me replonge dans mes disques aussi là. J'ai la radio WeFunk, la radio canadienne, qui m'a demandé de faire un mix. Et ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré un mix. Et du coup, ça m'a replongé dans, euh, dans ce, dans ce côté-là aussi, quoi. En ce moment, c'est cool, ouais. Je suis dans une phase où j'arrive à me faire plaisir et en même temps à créer et à sortir des morceaux, quoi. Ouais, c'est cool. Mais c'est marrant de voir qu'au final, bah, toi, ce que tu vis avec le mojo et même le fait que bah, y a des moments où c'est moins intéressant artistiquement, Mhm, c'est quelque chose aussi que nous on vit en tant que danseurs et que je pense qu'en fait tous les artistes vivent. bien sûr, Et c'est marrant qu'en fait, de voir qu'en fait, bah, c'est le cas pour tous les artistes en fait. exactement. Et je voulais revenir sur un truc parce que tout à l'heure tu parlais de passion et ça m'a fait penser à une discussion que j'avais avec B-Boy Pat Pack Ouais. qui me, qui me disait euh, que ouais, nous, on avait grave de la chance d'avoir une passion, que franchement, on était vraiment chanceux. Et que bah, il disait qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas forcément de passion et il trouvait ça limite triste en fait. Et je voulais savoir, toi, ce que tu pensais de ça. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment de la chance d'avoir une passion ou pas? Pour moi, c'est essentiel d'avoir une passion. Moi, c'est ce qui berce toute ma vie parce que la musique, c'est une passion, mais j'en ai bien sûr d'autres. Mais pour moi, c'est ce qui nous fait découvrir, imaginer. C'est ce qui fait travailler notre inconscient et subconscient, quoi. Il y a un côté où je trouve que tout est tout l'environnement qu'on a autour de nous. Enfin, moi, je peux être vite passionné de quelque chose si ça me prend comme ça, boum, d'un coup, j'ai envie d'aller découvrir et d'aller chiner les infos de ces. Je sais pas, tu vois, une image, moi, ça peut m'inspirer, et pas seulement qu'un morceau, quoi. Ça peut m'inspirer un voyage, ça peut me rappeler des souvenirs, ça peut. Et puis je trouve que le côté passion, il rassemble aussi, quoi. Il rassemble les gens. Bon, je vais pas parler des événements hip-hop, mais quand tu tombes dans une discussion de, je sais pas, trois passionnés, pardon, des échecs, tu vois, je trouve ça hyper intéressant de voir des gens qui ont une connaissance, qui ont poussé le truc vraiment loin et qui discutent en fait peut-être de manière très sobre de leur pratique, alors que toi, si tu arrives comme novice, il y a un côté hyper intéressant. Tu peux être pris par la discussion. Après, moi, je suis un, je suis un, j'ai envie de dire, je suis un curieux, quoi. Donc forcément, moi, d'être passionné, c'est ce qui me rend heureux tous les jours, d'être passionné de musique, d'être passionné du hip-hop, d'être passionné voilà, par aussi les expériences des gens, de leurs voyages. On peut trouver des passions. Une passion, c'est pas forcément 20 ans pour moi, hein. Une passion, ça peut durer. Ouais, oui, oui, c'est vrai, ouais. On peut se passionner pour un film pendant 2 heures et se dire que ça va être le film de notre vie, quoi. Tu vois, euh, ouais, Et tu vois, si on définit la passion plus que comme l'exemple du film que tu donnais là, si on dit que la passion c'est moins ça, mais que c'est plutôt les passions qui prennent beaucoup de place dans une vie sur du long terme, euh, c'est marrant parce que tu as des gens comme toi, par exemple, qui peuvent se passionner pour plein de disciplines différentes. Je sais même que, bah, c'est un autre exemple, mais tu fais du footing et je sais que tu es à fond dedans, que tu vois, ouais, que tu vois, que tu comptes, que tu mesures, que tu sais un peu comment ça se passe. Donc, tu as quand même un tempérament, on peut peut-être le dire, à se passionner pour des choses. ouais, Et, euh, et nous, on est également passionnés par le break. Et du coup, peut-être qu'avoir une passion, ça fait peut-être qu'on se passionne ensuite plus facilement ensuite pour d'autres choses. Et, euh, et quand on parle avec des gens qui n'ont pas de passion, parce qu'on peut le dire, ça existe, tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas de truc qui vraiment lead leur vie. mhm, Moi, ça m'est arrivé souvent que des gens me disent, putain, c'est cool, tu danses depuis des années, on voit que c'est une passion et que c'est presque une compagnie que tu as dans la vie, tu vois, à côté de toi. Mais moi, j'ai pas de passion et tout. Et souvent, je me retrouve un peu comme un con, tu vois, face aux gens qui disent ça, comme si je pouvais pas trop leur apporter de réponse. Et une question que je me pose souvent, c'est pour les gens qui n'ont pas de passion, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller
pour qu'ils en trouvent une, tu sais? Comme les gens qui sont c'est presque la même question que les gens qui sont célibataires et tu as envie de les conseiller pour qu'ils trouvent, pour qu'ils trouvent la personne qui leur va, tu vois? Et Ouais, bah, ouais. la passion, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je me dis, les gens qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut les conseiller pour qu'ils trouvent cette compagnie, ouais, d'une chose qui va les suivre dans la vie, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Alors moi, je suis pas médecin, mais en tout cas, je sais pas, c'est, peut-être de là, j'ai pas de réponse qui me vient sur, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, quoi. Après Ouais, je te pose la question de manière, très large, hein. Je ouais, me dis, ouais, ouais. si tu Après, pas de réponse, c'est pas grave. moi, la réponse, que j'aurais à leur donner et qui est pas une fin en soi, mais c'est, peut-être moi, je passerais peut-être par le fait de leur dire pourquoi la musique, elle me passionne, pourquoi, le running, ça me passionne, pourquoi, l'apiculture, ça me passionne. Pour moi, il y a la passion, elle amène, plein de rapports, sociaux, elle amène de la connaissance, elle amène de la liberté, en fait, de pouvoir échanger, il y a il y a un côté, il y a un côté Un hyper, côté contagieux. ouais, voilà, c'est Mmh. ça, ouais. Il y a un côté où tu partages quelque chose et je dirais que c'est la passion, si je dois les amener à les motiver à se passionner pour quelque chose, parce qu'après c'est quelque chose où on a un feeling aussi, la passion pour moi c'est lié à l'émotion aussi, quoi, donc s'ils ressentent rien, pour moi en fait, si tu ressens rien, c'est pas une passion, quoi. Il y a un côté comme ça, quoi. Mmh. Ouais, ouais, j'essaierai de leur parler ce que moi, ce qui me passionne, en fait, et pourquoi, en fait. Leur expliquer pour plein de facteurs, quoi. Même, Mmh. tu vois, moi, il y a des choses qui me passionnent parce que c'est juste le travail manuel qui me passionne, tu vois? Il y a de me servir de mes mains, de comprendre comment on peut, je sais pas, construire quelque chose ou créer quelque chose. Il y a un rapport avec mes mains, la sensation avec mes mains, elle est, j'aime bien, en fait, utiliser mes mains Ouais. pour créer, construire, j'aime être dans de créer quelque chose, quoi. Ouais. Mmh Et mh. ouais, je conseille aux gens d'être passionnés. Pour moi, c'est une forme de médicament, quoi. Mmh. Bah, c'est clair, c'est une Ça chance de ouf. ça améliore notre vie, tous les jours, quoi. Grave. Mmh. Et je me demandais, parce que là, tu parlais de partager sa passion et tout ça, mais si tu te retrouves sur une île déserte avec bah, tout ce qu'il faut pour pratiquer ton art, est-ce que tu penses que tu continues à pratiquer le DJing? Je Si je suis tout seul, en Ouais, fait tout seul. Ah, tu es tout seul. T'es tout seul. je suis déjà très, très souvent je suis plus souvent tout seul avec mes disques et mes platines qu'avec des gens. Donc oui, je pense que je Donc ça continue. change Ça pas grand-chose. changerait pas grand-chose. Je pense que je continue, ouais. C'est un truc, moi, ça me rend heureux, moi, en fait. Dans un premier temps, je fais ça pour moi, en fait. Ok. Après j'ai cette, envie, furieuse de tout le temps partager la musique et de le et de le et de le ouais, de distiller, en fait, ce que je trouve comme musique ou comme ambiance. Mais avant toute chose, je crois que c'est justement, je reviens à cette passion-là, en fait, même si je suis tout seul et je suis clairement la plupart du temps tout seul pour créer, en dehors de ce que je fais avec les musiciens et bien sûr pendant les événements. Mais ouais, c'est un kiff, moi, d'être tout seul dans mon studio et d'être dans ma bulle et de fouiner, de chercher, de tester des choses. Moi, c'est ce pourquoi je me lève tous les matins, quoi. Donc ouais, je continue, ouais, clairement, quoi. Personne m'enlèvera ça. C'est impossible. Même une île déserte, quoi. Ouais, même une île déserte. Et en ce moment aussi, j'écoute pas mal de sons un peu en mode house et tout ça. Ouais. Et je me dis que franchement, enfin, ça me donne trop envie de me mettre au DJing et tout. Mmh. Et je me demandais, ça fait quoi la première fois, enfin, la première fois que enfin, tu sors le premier son ou un nouveau son devant du monde et que tu vois qui kiffe. Et bah, c'est un peu, la même sensation que quand, je trouve le son, en fait, j'ai envie de dire. Ok. Il y a un côté où c'est le frisson, en fait, qui fait, toi, c'est la même chose pour toi quand tu te relèves d'un passage où il y a la réaction du public et toi, Ouais. tu sais que là, tu viens de faire un passage où même toi, tu avais pas espéré, sortir un truc pareil, quoi. Et il y a Et tu as
Pardon, je te coupe. T'as un souvenir précis à nous partager d'un moment où t'as sorti un son pour la première fois et t'as eu une réaction comme ça du public folle? Ouais, en fait, je crois que j'ai vécu enfin là, j'ai le souvenir de ça, alors en plus, c'est particulier parce que c'était, 1er voyage aux États-Unis, donc c'était à New York pour l'événement Evolution, c'était en 2010 et en fait, je jouais, le morceau, Funky Bijou Anthem, qui est aujourd'hui un gros classique dans notre culture. C'était un 45 tours que DJ Martin et Deheb, du label Stereofunk, qui sont rennais, avaient sorti. En fait, le morceau était pas encore sorti. C'est juste que moi, j'étais en contact avec eux, en tout cas en disque vinyle. Et du coup, je joue ce morceau-là. Et en fait, il y a la boucle de la guitare au début du morceau, qui est une forme d'intro qui dure une vingtaine de secondes. Et en fait, la réaction, elle était, c'était incroyable. C'était incroyable. Il y avait un truc, il y a une sorte d'osmose où il y a juste une boucle de guitare. Et là, t'as tout le public qui fait oh, tu vois. Et même les b-boys, tu les sens, et les b-girls, tu les sens. Voilà, tout le monde est connecté, quoi. Ça crée ce truc-là, quoi. Et là, la deuxième chose qui me vient, c'est à Radicals for Jam, à Singapour. Il y a un Seven to Smoke. Et enfin, c'est le Seven to Smoke de l'événement. Et du coup, pour la Ouais. petite anecdote, moi j'arrive à Singapour, ça fait 3 heures que je suis sur place. Je devais pas mixer le premier jour, donc je suis avec 10 heures de jet lag, je crois. Je devais pas jouer le premier jour d'événement pour atterrir. Et en fait, Félix, l'organisateur, vient me voir, il me dit ouais, on veut que tu joues Seven to Smoke. Et, Ah ouais. et j'arrive et du coup je joue je joue un 45 tours en fait, un morceau avec le sample que Ghostface Killah a dans un de ses morceaux. Et en fait ça c'est pareil, faut en plus il est en vidéo parce qu'en fait Evolution, le morceau, je crois pas qu'il y ait de vidéo de ça, mais en tout cas moi je sais que j'ai vécu ce moment-là, mais celui de Singapour il existe en vidéo. Et c'est assez Ok. incroyable quand il y a cette vibes là, quoi. C'est ouf, Et quoi. quand tu passes des sons, t'es DJ, que ce soit parce on peut le dire, dans ton métier de DJ, tu joues pour différents types de publics, non? Tu joues pour des danseurs de break, Ouais. pour aussi d'autres danseurs hip-hop, mais tu es aussi DJ en soirée, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Je Et mixe dans des clubs, dans des bars, des festivals, beaucoup. Et quel regard est-ce que tu as sur les gens, qui dansent sur tes sons? Par exemple, moi souvent je me demande quand je danse et je suis en battle et qu'il y a un DJ qui passe un son, Mmh. heu, j'ai toujours dans un petit coin de ma tête, je me dis: «Est-ce que si je prends tel son de basse, est-ce que si je prends la petite trompette, est-ce qu'il va être content le DJ?» Tu vois? Et je me dis: est-ce que ça va lui faire plaisir? Et toi, tu as quel regard sur les gens qui dansent? Tu as des attentes de ce qu'ils vont faire sur tes sons? Mmh, je sais pas si je suis à cette exigence-là. En tout cas, quand la l'osmose, elle prend avec le danseur, par contre ça va me faire réagir sur la manière dont je vais jouer le son. Du coup, toi, si je sens que le danseur, il est, il est en osmose avec la musique que je joue, et ben je vais pas le jouer pareil. Je vais peut-être laisser filer le son, ou je vais peut-être, si je Mmh. sens qu'il est à l'aise sur le break, je vais peut-être relancer le break, je vais être à l'écoute et attentif à ce qui se passe. Et bien sûr, quand la magie, elle opère entre le son que je joue et le passage du danseur, du coup, ça fait réagir, le public, le speaker. En fait, ouais, il y a une sorte de petite consécration, en fait, parce que je crois que c'est l'attente, en tout cas que moi j'en ai, à un moment donné, de donner en fait, un élément qui va, cohabiter avec la danse, qui est un autre élément, avec le speaker, le public, et de créer en fait en soi une ambiance qui va aussi faire qu'on va se souvenir de ce moment-là, quoi. Il y a Mais en tout cas, moi je sais que je suis très, attentif à la musicalité, ouais, des danseurs, parce qu'il y a des danseurs qui on écoute tous la musique de différentes manières, et dans la danse plus Ouais. particulièrement. Et je sais que c'est des petits détails de la musique que le danseur va prendre. Par exemple, tu vois, Mathis, il parlait de Pak Pak. Pak Pak, il a une, il a une oreille hyper fine, quoi. Il arrive des fois, à Mmh. prendre des éléments musicaux que les gens, en fait, se rendent compte: «Ah ouais, il y a cet élément-là parce qu'il l'a pris là, en fait», quoi, tu vois? Je trouve qu'il Ouais. y a des danseurs qui sont
en fait, qui sont musiciens, en fait, tout simplement, quoi. Et Ouais, moi, complètement. si je dois parler d'exigence par rapport à ça, c'est vrai que je serais plus proche dans mon exigence personnelle, hein, bien sûr, c'est que lié à moi. Mais ouais, quand je vois un danseur qui est à l'écoute de la musique qui est jouée, ouais, c'est une satisfaction pour moi, quoi. Et pas seulement parce que je joue la Mmh. musique, c'est parce qu'en fait, on est connecté du coup. Donc c'est Ouais, ça qui il te fait presque redécouvrir ta propre musique, quoi. exactement, c'est ça. Ouais, Mmh. il y a un côté, et puis moi, il y a un moment donné où c'est chouette aussi d'être, spectateur, tu vois? La musique, elle tourne et du coup, moi, le danseur m'amène à être aussi proche de lui, j'ai envie de dire visuellement, quoi, tu vois? Je regarde ce qu'il fait du coup, quoi. Parce que nous, Ouais. au platine, je dis souvent en rigolant qu'on voit que 50 des battles parce que, bah, en fait, on est déjà il y a un morceau qui est joué, mais on est déjà dans l'autre morceau, quoi, nous, dans notre tête, quoi, tu vois? Il y a un truc, Bah oui, on bah est oui. obligé de se diviser, quoi. Mmh. Et pour toi, c'est quoi un danseur musical? Ça, c'est une fausse question, mais heu, mais c'est une bonne question. Quand je dis que c'est une fausse question, c'est un danseur musical, un danseur musical pour moi, c'est un danseur qui va être à l'aise avec le morceau qui est joué dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le danseur, un danseur musical, il y a des gens qui vont te dire que tu es musical juste parce que tu prends, tu vois, la fameuse définition de prendre les accents sur le son. Après déjà, je trouve que Mmh. les danseurs qui entendent les accents, je trouve ça chouette, hein, déjà, hein, je trouve parce que c'est une partie de la musicalité. Mais pour moi, c'est pas suffisant à mon regard. Moi, quelqu'un de musical, c'est plutôt quelqu'un qui va s'approprier le son, où le son va l'inspirer et lui amener des mouvements, où tu vois, on parle beaucoup de freestyle, mais quelqu'un qui est musical, je préfère quelqu'un qui est un petit peu, off beat, mais qui qui est pris par le son, qui lui inspire quelque chose, quoi. Moi, la musicalité, ça va jusque là. Et après, bien sûr, la musicalité, elle est liée au rythme, heu et à tous les éléments qu'il peut y avoir dans un morceau. Moi, j'adore quand les danseurs, ils prennent, autant, la batterie que le flow du rappeur, que la ligne de basse. En fait, pour moi, il y a tellement de manières d'être musical que c'est dommage de se laisser juste emmener par, 3 accents, qu'il y a dans un morceau qui dure, 4 minutes avec 8 instruments, quoi. Pour moi, C'est quelqu'un de clair. musical, c'est quelqu'un qui est un danseur musical, c'est un danseur qui est à l'écoute. Ouais. Mmh, Ouais, qui est prêt à modifier ce qu'il avait prévu de faire, quitte exactement, à ce qu'il respecte pas bien son texte, entre guillemets, son texte de danse pour c'est se ça, laisser guider par des éléments de ta musique, quoi. c'est ça. Et ça, dans le break, c'est pas évident, hein. Le break, vu que c'est quand même une des danses hip-hop qui est les plus techniques et les plus difficiles à danser, en tout cas. Je sais que pour ma part, tu sais, quand tu as prévu ton passage de break qui est technique, tu sais que tu dois rentrer des codes précis Mmh mh. et ben, des fois, tu es vraiment dans un compromis à trouver entre: «Ah, j'ai beau avoir entendu la ligne de basse qui est chamée, ben, Bien si je veux sûr. réussir à rentrer mon move, je vais devoir oublier la basse», tu vois? Et il y a un genre comme ça de débat intérieur où il Ouais, faut ouais, toujours faire des choix, c'est mais déjà quand tu es dans ça, tu es à l'écoute, hein, en fait, pour moi. Ça va au-delà de la musique et de la danse, en fait. C'est être à l'écoute, quoi. Au moins, je me mmh, dis, même si tu te sers pas de la basse, mais que tu l'entends, déjà, pour moi, c'est être musical. Parce qu'après, le rapport musique et danse, on est souvent comment le mouvement de la danse va, correspondre à la musique, je trouve on peut aller plus loin, en fait, dans cette réflexion-là, quoi. Et puis ouais, déjà peut-être qu'être musical ouais, avant de juste se dire que c'est qu'on fait un saut sur l'accent de trompette, c'est peut-être, essayer de ressentir des choses, des mmh, frissons et tout quand on c'est ça, entend le son. Déjà, c'est peut-être plus exactement. ça Moi, je préfère que le un son. danseur Ouais. qui marche 4 fois 4 mesures. Je vais parler en rythmique, mais et qui, en fait, va chercher à entendre le son, que quelqu'un qui part alors qu'il y a même pas, il y a rien, quoi, tu vois? Moi, je vois des danseurs qui partent, la batterie, elle est même pas partie. Heu Et pour moi, c'est une partie de notre culture, en fait. Il y a un moment donné, le break, heu, il est parce qu'il y a, la partie rythmique, il y a la batterie, il y a les congas, il y a voilà, il y a différents éléments rythmiques qui font que moi, quand je vois un b-boy, une b-girl danser,
Bon après c'est son kiff, donc on va pas l'empêcher. Mais pour moi, il y a des choses où le break est lié au rythme, quoi, et à la batterie, aux éléments de percussion. Il y a un truc, l'élément principal pour moi du break, c'est vraiment batterie, congas, basse, quoi. Tu vois, c'est les éléments qui font l'essence Hmm. de notre culture, quoi. Ah, c'est bête, mais encore une fois, j'ai l'impression que je savais ce que tu disais, mais j'ai l'impression de le réapprendre. Et je me dis que ça serait quand même trop bien qu'au début de chaque jam, ou peut-être pas au début de chaque jam ou événement, mais que ce que tu dis, euh, ça puisse être dit à nouveau, tu vois, et qu'avant de Ouais. démarrer la jam, bah, t'es le DJ qui prenne peut-être le micro Mmh. et qui dise, bah, J'avoue que ce sera je abusé. vais pas vous embêter trop longtemps, mais voilà, je suis le DJ de l'événement. Dans les sons que je vais passer, il y a plein d'éléments différents. Il y a tous les instruments que là tu viens de citer. Ouais. Et voilà, ça va me faire plaisir si vous prêtez une oreille à ça. Et je me dis que rien que le rappeler de temps en temps aux danseurs qui y pensent pas forcément, Ouais. ça pourrait apporter un nouveau regard sur justement ce rapport DJ-danseur Mm. qui est parfois complètement absent. Tu vois, Oui. il y a des événements où on va pas se mentir, peut-être plus en France qu'ailleurs, je sais pas, mais où des fois, tu as les danseurs qui vont même pas regarder, une fois le DJ, de tout l'événement, heu et je m'inclus dedans, moi, au début, franchement, quand j'ai fait mes premières jams, vu que je viens de la campagne et qu'on m'avait jamais expliqué, en fait, ce que c'est qu'un DJ, ce qu'il fait, moi, je pensais que le son, il sortait des enceintes, mais C'était un mec qui faisait un mais, truc avec des mais, MP4, mais quoi. au début, je regardais même pas les DJ qui jouaient. Tu vois, juste, je me disais, bon, bah, il y a une musique qui sort de l'enceinte, je le joue. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a trop un travail à faire sur recréer la relation entre DJ et danseur. Moi, je trouve que c'est Et, hyper intéressant cette question-là, parce que c'est pour moi un truc essentiel, c'est que le DJ est un acteur et la partie du DJing est un élément essentiel de la culture hip-hop et une discipline, en fait, un élément, un élément de cette culture. Et du coup, je trouve on est dans un requestionnement actuellement au sein de la musique et même j'entends parler beaucoup de gens sur ces sujets-là. Mais je pense il y a un moment donné, il va falloir remettre au centre des débats le DJ, en fait, parce que et en particulier vis-à-vis de la danse, parce qu'en fait, sans le DJ, il y a pas cette relation avec la danse, en fait, quoi. Et comme tu disais Bien tout à sûr. l'heure, je trouve que ça serait un beau message de commencer une jam ou un événement en disant aux gens, «Salut, je suis là, et voilà ce que je fais», quoi, en quelque sorte, quoi, tu vois? de ouf, Et franchement, je vous la fais pas à faut vous, vous le tu vois? dire. Je sais, c'est hyper important la partie qu'on appelle knowledge, tu vois? La connaissance, elle est parfois peut-être plus importante que la pratique, en fait, quoi. C'est quelque chose qui doit cohabiter, Complètement. quoi. Et je switch sur un sujet légèrement différent, mais là on parle de la musicalité qui est un terme dont on parle tout le temps en fait dans les discussions entre danseurs hip-hop, entre DJ, etc. Mmh mh. Et dans la culture hip-hop, il y a d'autres termes comme ça qui sont souvent abordés, d'autres petits débats. Et moi je voulais aborder avec toi le débat qui est très souvent dans la culture hip-hop du plagiat, le fait de cette interdiction mythique de copier les autres, tu vois, en break. Ouais, En battle, on peut se faire pomper. disqualifier d'une compétition si on a repris le mouvement d'un autre danseur. Tellement c'est important de juste être dans l'expression de sa personnalité, toujours proposer des nouvelles choses. Mmh mh. Dans le DJing, ça se passe comment le plagiat? Il y a les mêmes débats? Non, il y a pas les mêmes débats parce que, en fait, c'est vraiment tu peux pas aborder le sujet de la même manière parce qu'il y a comme vous parlez de plagiat ou de pompage dans la danse, il y a j'ai envie de te dire que l'histoire de la musique hip-hop, c'est que du plagiat et de la récupération et du sampling, en fait, quoi. Le hip-hop, Mmh. a créé cette culture, du sample, donc du coup de reprendre, en fait, un morceau ou une mélodie existante pour se la réapproprier et pour du coup la restituer d'une autre façon. Tous les morceaux hip-hop, des années 80 jusqu'au début des années 2000, on était dans du sampling, donc on a un rapport au plagiat qui est différent, en fait.
parce qu'en fait, c'est un facteur qui est dans la pratique. Moi, Mmh. tu vois, si on garde le terme plagiat, du plagiat, j'en fais tous les jours, en fait, quoi. Donc, en fait, je récupère une ligne de basse, je prends une boucle de batterie, heu, je m'influence de mes disques. Tu vois, la manière dont on crée avec Slapback, par exemple, pour la musique qu'on crée pour les battles, en tout cas, moi, je fais écouter des disques aux gars, en fait, quoi. C'est, parce qu'il y a cette mélodie-là, cette texture-là, on essaye de recréer et de s'inspirer de choses déjà, existantes, en fait. Après, on fait aussi des compositions, bien sûr, originales, mais le rapport au plagiat, dans la musique et dans notre culture qu'est le hip-hop, il a pas le même rapport que vous, les danseurs. Donc, Après, après, je te pose la question, mais je pense que même entre danseurs, pour prendre notre défense à Mathis et moi, en tout cas, ou à notre groupe, mmh je sais que nous, notre rapport au plagiat, il est assez proche de ce que tu dis dans le DJing aussi. Tu vois oui. que des gens fassent des moves qui ressemblent aux nôtres, ou que nous, entre nous, on se rende compte qu'on fait des mouvements qui appartiennent aux autres membres du groupe. C'est Mmh. des choses qui presque nous font plaisir, Bien à sûr. nous aussi. Tu vois, on n'a pas ce rapport un peu vénère qu'ont certaines personnes au plagiat. Mais si je pose la question encore plus exagérée et que je te dis, imagine, et c'est ce qui t'est déjà arrivé, je pense, imagine, tu crées un son, tu sors ton album et tu te rends compte que dans une autre jam, tu as un DJ qui passe un des sons de ton album à toi, qui passe ton son pour le coup. Ouais. Là, tu le prends comment? Est-ce que c'est du plagiat? Comment ça se passe entre vous, En entre fait, DJ? il y a un rapport différent. En fait, il y a 2 choses. Moi, je crée des sons, en fait, que je partage, en fait, et qui sont faits pour, en soi être rejoués, tu vois? Et moi, il y a une sorte de satisfaction et de fierté derrière ça, parce que je me dis, bah, si le morceau il est joué, c'est qu'en fait il a plu, la vibes que j'ai voulu amener ou l'univers musical que j'ai voulu amener dans ce morceau, bah, du coup elle parle à quelqu'un. Donc ça c'est chouette, et ça c'est encore, je vais revenir à ce côté un peu état d'esprit, mais c'est aussi, le fait de partager, le fait de dire: «Bah, en fait ce son là il m'a plu, donc du coup je le joue». Après, il y a une autre phase, c'est que moi, je me suis retrouvé justement dans des phases de plagiat où, en fait, il y a des sons qu'on recherche pendant des années, et je parle vraiment du disque vinyle. Du coup, il y a des sons qu'on connaît, mais qu'on a besoin de trouver en disque vinyle pour pouvoir le jouer, et en fait, il y a des fois, ouais, où je me suis retrouvé il y a des années, par exemple, pour donner des exemples assez simples, il y a un certain nombre d'années, où j'ai joué certains sons à Hip Hop Session, du coup, que dans le milieu du break, en tout cas, personne n'avait joué à ce moment-là, et du coup, je me retrouve à ce que les gens, en fait, rejouent ce son-là comme une forme de mode par la suite, et ça, Mmh. je trouve que le son m'appartient pas, et du coup, on peut pas être dans le fait d'empêcher ça parce que le but, c'est quand même de partager, mais il y a une sorte de petit pincement au cœur où tu te dis: «Ouais, il a fallu que moi, je passe des années, en fait, à chiner ce son-là, à essayer de le remixer, de l'adapter à cette pratique qu'est le break», et du coup, derrière, il y a des gens, ils vont juste, en fait, aller piocher. En fait, il y a pas cette démarche de recherche et de et de satisfaction de passer du temps, en fait, tout simplement, et moi, je me suis même retrouvé à une certaine période, sur les mixtapes que je sortais il y a encore une dizaine d'années, je me suis retrouvé à ce que j'entende carrément les mixtapes, jouer en événement, quoi. Donc, là, c'est carrément, les gens vont piocher c'est comme s'ils venaient chez moi, ils me prenaient mon disque, enfin, pour moi, il y a un moment où c'est plus du plagiat, c'est du vol, quoi, tu vois? En fait, Mmh. je Mais est-ce que préférerais, en fait, que les gens, me contactent et me disent: «Ouais, est-ce qu'on peut échanger sur ce morceau-là? Est-ce que tu peux me partager ce morceau-là?» Et sincèrement, je le ferai avec plaisir. Mais je trouve qu'il y a des fois, il y a des gens, ils vont aller, essayer de chercher de l'originalité ou de chercher à plaire aux gens, et en fait, c'est pas eux. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, vous, en tant que danseur, vous vous dégagez votre personnalité, votre façon de voir les choses dans votre danse, mais dans la musique, c'est la même chose. Moi, quand il y a un DJ qui joue un son, j'ai envie que ce soit lui, quoi, tu vois? J'ai pas envie qu'il mmh. soit un clone de moi, en fait. Mais est-ce que quelque part on peut pas se dire quand même que
que si toi les sons que tu crées, tu les aimes bien, Mmh. même si quelqu'un te le vole pour le passer, ben finalement ça fait que ton son il passe dans un endroit de plus. Donc vu que tes sons ils sont cool, est-ce que finalement c'est pas cool que tes sons ils soient passés même si c'est passé par Bien d'autres? sûr, bien sûr. Après là, moi, je te parle d'une démarche. Après, j'ai jamais fait la guerre à qui que ce soit vis-à-vis de ça et je la ferai jamais Ouais. parce qu'on parle que de musique, en fait, tu vois? Et on parle de plaisir, on parle de culture, on parle de il y a un côté où moi, c'est juste, le ce que je disais juste avant, c'est juste la démarche. Après que les gens utilisent ma musique, pour moi, c'est une forme de reconnaissance aussi, quoi, tu vois? C'est chouette que ce que je crée inspire les gens. Mmh. Je trouve ça et si ça peut créer, bah, en fait, une vibes aux danseurs à ce moment-là ou une ambiance particulière et ben, c'est mortel, en fait et c'est ça qu'il faut retenir. Après, j'aime être, avoir des relations avec les gens pour qu'il y ait des choses qui se passent aussi, quoi. C'est quelque chose qui me moi, est important, en tout cas, dans ma pratique et la manière dont je le pense, en tout cas. Mais il y a rien Ouais. de grave dans la forme. On parle que de musique, Oui, quoi. bien sûr, Il y a Moi, c'est ça. je dis souvent en rigolant: «Je sauve pas de vie», quoi, tu vois? Je suis pas Nous médecin, non je suis plus. pas chirurgien, quoi. Je je C'est ça. je partage juste, je garde les pieds sur terre vis-à-vis de ça, quoi. Après, il y a quand même moyen que l'écoute de ton nouvel album, ça puisse soigner quelques personnes du Covid, non? J'espère, ouais. J'espère, ouais. C'est pas le but, mais si ça peut, à fond. Et tu pourrais nous dire un peu où on pourrait retrouver tes musiques, où on pourrait t'écouter? Ouais, il y a mon SoundCloud, où on peut retrouver la plupart de mes mix et puis là, courant mars, je vais sortir mon site web, du coup, ça sera sur, djoneUp.fr, tout attaché OK. et du coup, c'est ce qui va un peu répertorier, mon travail en tant que DJ, dans notre, belle culture hip-hop et du coup, ouais, vous pouvez retrouver mon travail sur ces, réseaux sociaux-là, et après, bah, je partage pas mal de choses sur mon Instagram, sur, Facebook, sur tous les médias que la plupart des gens utilisent, quoi. Mais là où vraiment où les Et gens peuvent me retrouver en tout cas moi en tant que DJ et c'est très ma partie DJ et hip-hop, c'est sur le SoundCloud. En fait, tout ce qui est création pour les compagnies de danse ou, tout ce qui est un peu plus expérimental, j'ai pas encore de support qui diffuse ce genre de travail-là. J'y OK. viendrai peut-être un jour. d'accord. Mmh. Et donc là, tu sors un nouvel album. Heu, En quelques mots, vu qu'on arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu peux nous en parler? Comment il s'appelle? Ouais. Il est fait de quoi? Il est fait de 10 morceaux. C'est un album qui s'appelle Héritage. Alors c'est pas rien parce que c'est mon premier album, c'est pas mon premier album, ça va être mon deuxième album, mais c'est le premier qui sort, sous un format vinyle. Du coup, je l'ai appelé Héritage parce qu'en fait, c'est un vinyle un peu qui en 10 morceaux, heu, on peut retrouver ce qui m'influence, bien sûr pas toutes mes influences, parce que c'est compliqué de le faire en 10 morceaux. Mais c'est une sorte d'hommage de tous les styles musicaux qui ont pu m'influencer et m'inspirer, en musique depuis 20 ans, en fait, tout simplement. OK, Et trop du bien. coup, c'est un album de 10 morceaux, que j'ai composé. Il y a 5 morceaux que j'ai composés avec Slapback. Ça va sortir sous le label Stereofunk, un label rennais et le visuel va sortir, là, incessamment sous peu. On l'a fait avec, Apple 76 qui est, graffeur, photographe, illustrateur. Voilà, Ah, ça trop cool, sort, on va écouter ça les direct. commandes sortent là fin février et les vinyles arrivent en mars. Trop bien. Du Mmh. lourd. On va s'en procurer quelques-uns. Grave. C'est chouette. Et bah, écoute, là, on arrive sur la fin du podcast et on avait une petite question. C'est que bah, là, la prochaine personne qu'on va interviewer, c'est Mélina Boubzi. Ouais. Et tu as le droit de choisir bah, une question qu'on va lui poser aux prochaines interviews. Et OK. voilà, dis-nous la question que tu as lui poser. La question que je vais lui poser, c'est, quand est-ce qu'on fait une collaboration ensemble? Ah, il a mis la pression directe, quoi. Vas-y, ça marche, et ben, on lui posera et tu écouteras, ça écoute.
Yes. One up, Simer. Bah, Merci, ça fait plaisir. yes, merci à vous les gars. C'est mortel d'échanger. C'était cool. Puis on se recroise en battle, un de ces quatre. Bien sûr. Et pas que, j'espère. C'est ça. À bientôt. Vas-y, à plus, mec. Ouais, Prochaine. ciao.